Bonjour et bienvenue. Alors si l'on entreprend ou si l'on est tout simplement contribuable au Cameroun, le Code général des impôts, ça peut vite faire l'effet d'une immense montagne à gravir. Mais pas de panique, on est là pour ça. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer tout ça ensemble, point par point, pour que ça devienne simple, clair et surtout utile. Allez, c'est parti. On commence avec cette question parce qu'elle est fondamentale. Bien gérer ses impôts au Cameroun, ce n'est pas juste une contrainte, loin de là. C'est en fait la clé pour dormir sur ses deux oreilles, éviter les ennuis et pouvoir se concentrer à 100% sur son business. Pensez à ce guide comme à une boussole pour naviguer l'esprit tranquille. Voilà notre feuille de route. On va suivre un chemin logique. D'abord, la toute première démarche, l'immatriculation. Ensuite, on plongera dans le vif du sujet, le contrôle fiscal. Puis, on verra comment se défendre avec ses droits, ce qu'on risque avec les sanctions, et enfin, comment faire appel d'une décision. On commence par la base de la base. Pour l'administration fiscale, tout commence avec une clé, le sésame qui ouvre toutes les portes. Cette clé, c'est le fameux numéro d'identifiant unique ou NIU. C'est vraiment le point de départ absolu de la vie de contribuable. Et attention, la loi est très claire là-dessus. Ce numéro, il est pour la vie. Mais surtout, le délai pour l'obtenir est hyper serré. 15 jours ouvrables, pas un de plus, après avoir démarré son activité. C'est la règle numéro 1 du jeu et elle n'est absolument pas négociable. Et pourquoi est-ce si crucial ? Eh bien, c'est simple. Sans ce NIU, on est complètement paralysé. L'article L1 bis le dit noir sur blanc, impossible d'ouvrir un compte en banque, de prendre une assurance, de s'abonner à l'eau ou à l'électricité. Bref, le NIU, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est le fondement même de toute activité économique. Allez, on aborde un sujet qui, on le sait, stresse beaucoup de monde, le contrôle fiscal. Rien que le mot fait un peu peur, pas vrai ? Pourtant, ce n'est pas du tout un processus mystérieux ou arbitraire. En réalité, c'est une procédure extrêmement cadrée par la loi. Voyons voir comment ça marche. L'administration a, en gros, deux manières de faire. D'un côté, le contrôle sur pièce. Là, ils examinent les déclarations depuis leur bureau tranquillement. Et de l'autre, le contrôle sur place. Là, c'est plus poussé. Ils viennent vérifier la comptabilité directement dans l'entreprise. Alors, un contrôle sur place, ça suit des étapes bien précises. D'abord, on est prévenu au moins 15 jours avant par un avis de vérification. Ensuite, le contrôle en lui-même ne peut pas s'éterniser, c'est 3 mois maximum. S'ensuit une phase de dialogue et à la fin, s'il y a des corrections à faire, on reçoit une notification de redressement. C'est à partir de là que la balle est dans notre camp. Justement, face à un contrôle, on n'est pas sans défense. Loin de là. Le code fiscal est une vraie boîte à outils, pleine de droits et de garanties. Il faut juste savoir s'en servir pour que le dialogue avec l'administration soit équilibré. Et voici l'outil le plus important de cette boîte, le droit de se faire assister. La loi est formelle. Personne ne doit affronter un contrôle seul. On a le droit de choisir son propre conseil fiscal. C'est une garantie tellement fondamentale que si l'administration oublie de le mentionner, toute la procédure peut être annulée. C'est un vrai bouclier. Dès qu'on reçoit la notification de redressement, tic-tac, le chrono est lancé. On a 30 jours, pas un de plus, pour répondre par écrit. Et là, attention, c'est un point capital en fiscalité. Qui ne dit mot, consent. Si on ne répond pas dans ce délai, c'est considéré comme une acceptation totale du redressement. C'est une règle d'or à ne jamais oublier. Bon, maintenant, parlons de ce qui se passe quand les choses se compliquent. Quelles sont les conséquences si l'on ne paie pas ou si l'on est en désaccord ? C'est là qu'on voit à quel point ma rigueur est importante. Alors là, regardez bien, tout est une question d'intention. Une simple erreur, si elle est jugée de bonne foi, c'est une majoration de 30%. Par contre, si l'administration détecte de la mauvaise foi, on passe directement à 100%. Et pour les manœuvres frauduleuses, c'est 150%, sans compter les possibles poursuites pénales. L'intention, ça change absolument tout. Et ce n'est pas tout. À ces pénalités s'ajoute un intérêt de retard de 1,5% par mois. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais faites le calcul. Sur un an, ça fait déjà 18% en plus. Et ça continue de grimper avec un plafond à 50% de l'impôt de base. L'addition peut devenir salée très très vite. Si malgré tout, le paiement n'est pas fait, là l'administration passe à la vitesse supérieure. On entre dans la phase de recouvrement forcé. Ça commence par une mise en demeure. C'est en quelque sorte le tout dernier avertissement avant que les choses sérieuses ne commencent. On a eu jour pour réagir. Et si la mise en demeure reste sans réponse, eh bien l'administration passe à l'étape 2, la saisie des biens. Comme le prévoit l'article L60, les agents du fisc peuvent alors venir saisir concrètement les actifs de l'entreprise ou du particulier. Et enfin, la conclusion de cette procédure, c'est l'étape 3, la vente. Les biens qui ont été saisis sont vendus et l'argent récolté sert à rembourser la dette fiscale. C'est vraiment la mesure de dernier recours. Mais attention, même quand on en est là, la partie n'est pas forcément terminée. Si l'on est convaincu que l'imposition est injuste, la loi prévoit des moyens de se défendre et de faire entendre sa voix. Voyons comment. Pour contester, c'est un peu comme monter les échelons. On commence au niveau local, avec une réclamation au centre des impôts. Si ça ne donne rien, on peut monter d'un cran.
un recours auprès du ministre des Finances. Et si le désaccord persiste, la dernière étape, c'est d'aller devant le juge administratif. Et là, il y a un outil super puissant qui existe, le sursis de paiement. En gros, c'est un bouton pause. Normalement, contester ne suspend pas l'obligation de payer, mais si on remplit certaines conditions, on peut demander à geler le paiement de la somme qu'on conteste. Ça permet de stopper une procédure de saisie le temps que l'affaire soit jugée, et ça, pour la trésorerie, c'est vital. Pour finir, il faut vraiment changer notre regard sur le code des impôts. Ce n'est pas juste un mur de règles infranchissables, c'est plutôt un ensemble de règles qui encadrent un dialogue. Et connaître ces règles, ce n'est pas seulement pour se protéger, c'est pour avoir le pouvoir de participer activement à ce dialogue, de défendre ses droits et de s'assurer qu'il soit juste. Au final, le meilleur des atouts, c'est la connaissance.